la population de Kimbaseke, à ta présence, qui s'est mobilisée, plus de 10 000 personnes se sont retrouvées. Parce qu'il y a 847 000 habitants qui aujourd'hui n'ont pas d'eau potable, l'eau de la régie des eaux. Pourtant, il y a un grand bâtiment sur le boulevard du 30 juin. La SNEL, l'électricité n'en ont pas. La route même, pour relier Ndjokou, et cette route qui abrite plus de 847 000 habitants. Ils se sont exprimés. Que voulez-vous, Fulbert? Les citoyens n'ont pas des armes. Je crois que les belligérants entendent qu'elle a des armes. Mais les citoyens n'ont pas des armes. Ils estiment qu'ils sont à la tête de l'État. Ils sont en train de diriger les affaires publiques. Ils peuvent répondre aux préoccupations de la population. Ils sont à l'écoute de la population. Mais s'ils ne veulent pas écouter, peut-être qu'ils renforcent les frustrations. Et je crains que les frustrations sont l'explosion des frustrations accumulées. C'est plus qu'une bombe atomique. Non, je ne verse pas dans ces désespoirs-là. J'estime qu'on a cette exprimé très clairement. Il est anormal dans un pays qui est reconnu de fortes potentialités en électricité. En Afrique, plus avoir certaines communes non électrifiées, ce n'est pas correct. Et j'estime qu'un effort a été fait aujourd'hui où on a électrifié, ne serait-ce que l'électricité publique sur la route Mokali, qui s'est arrêtée à Pomango. Il y reste un tronçon de 11 km pour desservir l'ensemble. Est-ce que vous ne pouvez pas quitter Kimbaseke, aller à Massena, par exemple, il y a du courant comme ça, vous allez clairement mettre en place votre projet. Je connais des ministres, on lui donne un bâtiment. Et ce bâtiment-là, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'électricité. Et il préfère, au lieu d'arranger le bâtiment, il quitte le bâtiment-là pour aller chercher un autre bâtiment où il y a du courant. C'est quelle bassesse? C'est quelle infertilité en termes d'initiative? C'est pas du réalisme? Du réalisme. Mais qui va donner solution par rapport à cette question? Pourquoi 2 ans, 3 ans, comme ça, on laisse un bâtiment qu'on a perdu de l'argent? Vous vous imaginez la voix du... comment on appelle ça, la voix du peuple? Même si ce n'est pas la voix du peuple, parce qu'on voit que des individus qui reviennent chaque jour, etc., et ils se sont appris... ils ont privatisé pratiquement la chaîne. Mais si la chaîne les aide à quelque chose, pourquoi on ne peut pas aménager ces bâtiments? Vous savez que pour monter l'ascenseur, il y a un chauffeur mécanique. Hein? Vous le voyez là en train de... Comment ça, mon cher ami? 3e millénaire, c'est pas sérieux. Et toute cette publicité-là, pourquoi on ne peut pas? On ne peut pas taper l'ascenseur. On ne peut pas. Alors le ministre n'est plus là, mais bon, le ministre est ailleurs. Voilà. C'est ça la solution. C'est ça la solution à la Zaïroise. Vous ne pouvez pas quitter Kimbaseke parce qu'il y a un problème du courant, il y a un problème d'électricité. Vous ne pouvez pas mettre en application votre projet. Je ne peux pas quitter. Je vous ai dit que je suis spécialiste en question de développement. Si j'étais au village, là où il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que je ferais? Je suis allé là-bas parce que j'avais expérimenté. Je suis l'un des spécialistes de mon pays sur ces questions de développement communautaire. Et il faudrait qu'au moment où je parle, que je parle avec assurance, pour avoir expérimenté sur le terrain. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train de faire la recherche-action. Et je dois rester à Kimbaseke malgré l'absence d'électricité, malgré l'absence d'eau potable. Je dois voir comment je vais mobiliser la population autour de ces questions pour que le pouvoir public puisse justement donner des réponses. Parce que c'est notre pouvoir public. C'est notre pays. Alors si je trouve une solution, je vais pas un Massena simplement parce que là, les ordinateurs vont fonctionner, mais écoutez, qu'est-ce que j'aurais fait? Quel est le sens de mon capacité de développeur communautaire? Absolument pas. Et donc, je dois y rester. C'est un dessin que j'ai choisi, ces milliers-là. Et je voudrais voir si effectivement, une communauté peut être puissante et, au vu même de changer sa situation et d'influencer les décideurs à s'occuper d'elle. Ça, c'est l'hypothèse de notre recherche-action. Et donc, moi, je ne peux pas quitter. Ça serait une solution d'Autriche. Vous savez, l'Autriche, quand vous le poursuivez, il met sa tête sur la tête croyant qu'il a trouvé solution. Or, tous les restes les ailes restent dehors et puis on peut facilement les découper, quoi. Et les résultats traînent parce que vous vous entêtez à rester là-bas. Mais les résultats traînent, mais écoute, c'est un processus. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas mécanique. Il faut poser des jalons. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'organisation des citoyens, dans leurs communautés respectives, et chaque communauté, chaque quartier a des problèmes spécifiques. En attendant que le gouvernement intervienne encore, que nous avons un gouvernement défaillant, il faudrait que les citoyens fassent quelque chose. Ils sont en train de le faire. Le gouvernement n'a pas de possibilité, ça vous l'avez dit, il n'y a pas le gouvernement n'a pas de possibilité parce que le gouvernement ne veut pas avoir de possibilité. Encore que le peu d'argent qu'il y a, écoute, mais vous savez combien on en parle, on parle en termes de millions. On parle en termes de millions, les dépenses qu'ils font, etc. Et vous savez, moi j'ai toujours eu... Le gouvernement doit faire des dépenses. Vous savez, le gouvernement de la République. Vous savez, Philippe, moi j'ai toujours pitié de mon pays, vous savez. J'étais à Bruxelles et à un moment, j'ai suivi que, bon, l'Union européenne avait donné 50 millions de dollars.
Et tout le monde a dansé, même la presse. Oh, coup de chapeau, etc. Mais 50 millions, pour faire quoi? 1 kilomètre de route, macadamisé, c'est 1 million. Et vous avez 50 millions. Pour un pays de 2 345 000 km². Vous imaginez? Et pour le couvrir, il faut combien d'argent? Pour qu'on doit danser sur 50 millions. Et si, dans la ville de Kinshasa, ne serait-ce qu'en termes d'impôts, si nous voulons mobiliser 50 millions, nous ferons combien de mois? Si on a un sens d'organisation, un sens de responsabilité. Non, mon frère, non. Non, mon frère, non. Et en forcerie, moi j'ai vu à l'époque, lorsqu'il y a eu la guerre du Shabbat, au Katanga, là, les 80 jours, lorsqu'on a demandé aux gens de se mobiliser pour rassembler les contributions pour envoyer au Katanga. En tout cas, même au niveau du village, il y a eu des contributions. On a rassemblé dans peu de temps et on pouvait supporter la guerre, même sans aide extérieure. Mais pourquoi aujourd'hui on fait un plan marché qui vient de l'extérieur? Et c'est très clair. Vous savez, il y a un illogisme. Hein. Il y a un illogisme qui règne dans la classe politique congolaise. Parce que il est très clair qu'on dit que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, toutes nos souffrances, c'est le résultat de l'ordre international établi. Et donc, l'ordre international est établi en faveur d'une élite des intérêts. Alors maintenant, nous disons que pour résoudre notre situation, il faudrait revenir toujours à ces gens qui ont établi l'ordre international. Et c'est comme ça que nous avons des États qui fonctionnent de manière patrimoniale, où tous ceux qui arrivent au pouvoir sont au service de puissance d'argent. Et ils s'enrichissent davantage, ils font fuir à la masse. C'est ça la situation réelle. Et moi je pense que beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de diriger les pays du monde sont des générations qui n'ont pas connu la colonisation. Et je crois qu'il y a une sorte de programmation dans leur esprit qui soit un peu différente des racistes que nous avons connus. Et lorsque nous avons des personnes qui ont des initiatives, qui ont une capacité d'innovation, etc., et qui savent négocier avec une capacité de persuasion et de planétarisation, de globalisation, de ce que représente la Terre planétaire aujourd'hui, je crois qu'on peut avoir des solutions. Et moi, je suis persuadé que ces gens-là, ils doivent avoir les ambitions politiques. C'est important. La solution du développement de la République démocratique du Congo, c'est un peu étendre l'expérience de Kimbaseke dans tous les pays. Tout à fait. Bon, écoutez, Kimbaseke, c'est une recette, c'est une recherche-action. Je ne peux pas tirer une conclusion tout de suite pour écouter. C'est la recette la plus innovante. Nous sommes en train de faire cette recherche. Et cette recherche va s'échelonner sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, nous allons voir quelle a été la performance de la recherche-action menée. Si c'était le cas, encore que Yamba soit chef du gouvernement pour généraliser, il me semble que tel n'est pas le cas. Personne ne me donnera cette occasion. Même si j'ai le profil pour l'être, sinon. Mais bon, le peuple, mais encore que le peuple, c'est une dénomination anonyme. Comment ça va se faciliter? Il faut entrer dans un parti politique. Eh bien, bon, il faut en créer. Il me semble que moi, je suis de la société civile d'en bas. Il faut entendre la loi électorale pour connaître tout ça. C'est cela. Et donc, ce que nous faisons à Kimbaseke, c'est une recherche-action. Je crois que j'attends sincèrement me mettre en contact avec le ministre de l'Intérieur pour que, ensemble, nous puissions discuter sur le schéma opératoire de cette recherche-action. Et je crois que s'il y a des résultats, ceux qui sont au pouvoir, naturellement, peuvent en profiter pour utiliser et appliquer les modèles que nous ferons sortir. C'est important. Parce que, écoute, quand on est de la société civile, et c'est ça justement le comble aujourd'hui, c'est que la société civile a crié que pour aider les gouvernements de pouvoir mieux travailler, il faut travailler dans le gouvernement. Oh, c'est pas ça. Il faut que nous, qui sommes de la société civile d'en bas, nous puissions générer des matières, nous puissions générer des alternatives, nous puissions générer des propositions qui permettent à ceux qui sont au gouvernement de pouvoir être performants. Si on est par exemple dans le secteur de l'éducation, il faut dire très clairement ce que doit faire le ministre de l'Éducation. Il faut que les professeurs réfléchissent, il faut que les élèves réfléchissent, il faut que les parents réfléchissent. Et donc, l'association des parents a des propositions. L'association des enseignants a des propositions. Et on soumet ces propositions et on met en place les dispositifs de stratégie qui permettent à ce que le ministre puisse appliquer ce qu'on lui a demandé de faire. Et dans tous les secteurs de la vie nationale, ça doit fonctionner ainsi. Mais nous, par exemple, quand je fais cette recherche-action, j'ai envie d'être Premier ministre. Pour appliquer cela, ce n'est pas sérieux. La société civile n'a pas mission d'envoyer les gens au gouvernement. La société civile a mission de regarder, de faire le monitoring de l'action publique. Et la société civile a besoin de donner la matière à ceux qui font le travail pour qu'effectivement ils fassent bien et que ça corresponde aux aspirations de la population. Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de notre émission.
émission. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le développement de notre pays? Vous savez que ce n'est pas impossible de développer un pays, encore que c'est un processus, c'est un idéal. Mais il est très clair qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettent au pays d'avancer graduellement. Mais écoute, le développement, comme un idéal immense, exige naturellement la complémentarité, la congruence des différents acteurs qui habitent dans la société. Et les acteurs, entendez, les acteurs étatiques, notamment les institutions de la République, les gouvernements de la République, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a les acteurs non étatiques, notamment les opérateurs économiques, ce qu'on appelle généralement les secteurs du marché, les ONG, les églises, les associations paysannes, les associations maraîchères, les différents cordonniers, les menuisiers, les chauffeurs, les dockers, tous ces gens-là, chacun dans le métier qui est le sien, doit s'efforcer pour rentabiliser et rendre qualitatif ce métier-là. Et dans la complémentarité, dans les interactions dynamiques entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, on peut déclencher un mouvement qui active le système qui est le nôtre. Cela. Mais aujourd'hui, c'est malheureux. On voit une action unidirectionnelle où l'autorité a tendance à gouverner le pays comme un vétérinaire traite ses malades sans demander leurs avis, et que la population a tendance d'entendre des autorités pour subir ce qu'elle veut, au lieu de faire des propositions à travers la société civile d'en bas. Et donc, la situation est dramatique. Mais j'estime qu'au fur et à mesure que la crise persiste, on prend conscience de ce que représentent les schémas opératoires pour s'en sortir. Et qu'aujourd'hui, la crise a tellement perduré. Et moi, je crois que l'héritage moboutiste, c'est la capacité du citoyen congolais de savoir les faits et les gestes d'une dictature. Et la capacité du Congolais de chercher des stratégies pour s'en sortir. Et aujourd'hui, nous sommes au point optimal pour que nous puissions nous en sortir. Et je crois qu'avec la nouvelle génération politique, avec la prolifération des associations, aujourd'hui, il y a des signes opportunistes qui permettent à nous rassurer que le développement de la RDC est possible. Et on n'attendra pas 75 ans. Il faut la volonté volontariste des autorités. D'accord, on ne va pas attendre 75 ans, comme l'a dit le rapport d'une institution internationale. Nous sommes à la fin de cette émission. Le développement de la République démocratique du Congo, comme l'a dit M. Norbert Yamba-Yamba, est possible. Il faut qu'il y ait volonté de tous. Merci M. Yamba-Yamba pour avoir répondu à notre invitation, malgré vos occupations qui sont en fait très, et même très nombreuses. Merci à vous, chers téléspectateurs. À nous revoir prochainement avec un autre thème plutôt. Merci. Plus poussée, qui s'est fait déjà parce qu'on fait maintenant la première transformation, mais pour arriver à cette transformation plus poussée, il faut aussi que ces conditionnalités que je viens de vous expliquer puissent exister. Et vous, les économistes, ne tombez pas sur ce piège-là des personnes qui en parlent sans savoir comment réellement doivent s'installer, quelles sont les conditionnalités pour la naissance d'une industrie. Alors, il y a un autre intervenant qui avait posé la question de savoir quel type d'activité industrielle qu'on aurait souhaité dans notre pays, en joignant évidemment à l'exploitation forestière, pour assurer le développement de ce pays. Sincèrement, je pense personnellement que pour ce pays, je vous ai parlé de la théorie de Ricardo, le professeur a parlé des problèmes de matières premières, et il a parlé des problèmes de ressources minières. Personnellement, je pense que nous avons 3 axes sur lesquels nous devons jouer. Le premier axe, je vous ai dit, c'est l'exploitation forestière qui peut générer beaucoup de ressources parce que nous avons aujourd'hui des essences de bois qui n'existent nulle part au monde. Et ça peut nous mettre déjà sur le plan de la compétitivité en position favorable. Nous avons l'eau. L'eau, aujourd'hui, vous savez qu'en 2025, on parle que le problème, la crise qu'il va y avoir, c'est la crise de l'eau. Et on pourrait même, certains experts pessimistes imaginent déjà qu'on pourrait avoir la guerre de l'eau. Donc, nous devons déjà nous dépêcher
pour voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui, avec cette ressource, essayer de satisfaire, de générer des richesses dans notre pays. Je dispose d'une étude qui a été réalisée, qui démontre que le fleuve Congo, qui déverse 45 000 m3 d'eau par seconde à pure perte dans la mer, dans l'océan, en prélevant 260 m3, je ne dis même pas 1000 m3, 260 m3, tout à fait en aval, avant que cela se déverse dans l'océan, on peut générer, suivez-moi bien, 3 milliards de dollars chaque année. Et ce projet peut se réaliser sur 3 ans. Et c'est un projet qui coûterait plus ou moins 10 milliards de dollars d'investissement. Donc, quand vous voyez ce qu'il génère comme ressources, vous êtes des économistes, autour de 3 milliards, pour un investissement de 10 milliards, je crois qu'à moins de 4 ans, l'investissement est amorti et on peut même générer, les Congolais peuvent commencer à devenir des... on ne parlera plus du pétrole, mais on va parler de l'eau. Et il y a des besoins. Et ces besoins sont exprimés même par des pays qui ont le moyen de payer cette eau. Vous voyez les pays comme ceux de l'Afrique du Sud, vous voyez la Libye, et ainsi de suite. Donc, c'est un axe aussi que nous pouvons exploiter. L'autre axe, c'est l'écotourisme. Vous ne vous imaginez pas les besoins aujourd'hui que le monde a par rapport au tourisme. Et ce que le tourisme peut générer comme ressources. Et l'un des pays au monde qui peut offrir de l'écotourisme, c'est-à-dire que de l'écotourisme dans un environnement tout à fait naturel, c'est la RDC. Vous ne vous rendez pas compte ce que, ne serait que c'est la chasse. Parfois même sans tuer un seul gibier, ce qu'elle coûte à tous ces touristes-là, à tous ces milliardaires qui ont beaucoup d'argent, mais qui veulent arriver quelque part pour se livrer à ce genre de sport, à ce genre de loisirs. Nous, on ne peut plus se permettre des loisirs parce que nous sommes dans la pauvreté, mais il y a des gens qui cherchent ce loisir-là. Et ce sont des axes que nous devons développer. Malheureusement, comme vous verrez, c'est des axes pour lesquels le pays n'a peut-être même pas d'intérêt. Il suffit d'avoir un appareil photo, mettez-vous le long du fleuve, vous allez voir comment on va vous rafler ça. Et une caméra, on va vous dire que c'est vous-même qui allez amener la guerre. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des individus dans ce pays ici qui ne comprennent pas ce que c'est le développement. Et c'est très grave. Donc le pays pourrait générer suffisamment de richesses en investissant très peu d'argent, parce qu'avec l'écotourisme, on ne fait pas des grands hôtels avec... Non, c'est vraiment des maisons que vous faites avec les produits naturels, et ces gens-là veulent venir loger dans ces maisons. Je vous assure, j'ai vu des gens, des Européens, pleurer de joie parce qu'ils logeaient dans une maison en terre. Et nous, nous ne voulons pas des maisons en terre. Parce que maintenant, il a été démontré par des scientifiques que la plupart des produits que nous utilisons dans la construction même des maisons contiennent des produits toxiques, des produits cancérogènes. Alors maintenant, les gens, l'amiante évidemment pour les triplex, mais il y a aussi d'autres produits cancérogènes qui sont, on en a compté plus de 200. Et si on vous mettait à les citer, je crois que nous ne dormirons plus dans aucune maison. Donc ça veut dire ceci, que les gens maintenant recherchent à aller là où il y a la nature, rechercher là où il y a la nature naturelle. Et là où il y a la nature naturelle, c'est la RDC. Donc cette branche de l'écotourisme peut aussi servir beaucoup à notre pays. La troisième branche importante, où nous pourrions créer des industries, c'est l'agriculture. Le Congo, avec ses potentialités, peut nourrir toute l'humanité, s'il vous plaît. Toute l'humanité. Et un pays qui peut nourrir toute l'humanité, c'est dit pays pauvre. C'est incroyable. Mais ce qui se passe, c'est ceci. Ce qui se passe, c'est que rien n'est fait pour que des politiques qui puissent développer ces industries ne se réalisent dans ce pays. Il faudrait que maintenant, et nous en débattrons peut-être avec le professeur, que vous compreniez d'abord la politique des gros investissements dans le monde. Les gros investissements dans le monde se font selon certains critères
et selon certains mécanismes. Il faut que vous arriviez à découvrir ces mécanismes. Il ne faut pas penser que des bailleurs de fonds viendront financer un secteur d'activité qui va détruire leur secteur d'activité. Aujourd'hui, il y a dans le monde une surproduction en matière agricole. Les États-Unis se retrouvent dans une surproduction, l'Europe et même certains pays d'Asie, comme vous avez la Russie et tous les autres pays. Et si le Congo se mettait aujourd'hui à produire du poisson, à produire du riz, est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous constituons comme danger pour les autres États? Nous sommes un marché favorable. Est-ce que les Congolais se sont déjà posé la question, pourquoi Nsélé ici, avec les capacités installées, Nsélé peut produire de la viande de poulet pour la moitié du pays, et ce n'est pas pour tous les pays. Mais vous avez vu que ces bâtiments-là, personne ne parle et ça se meurt, allez passer par là, vous allez voir comment ils sont en train de s'écrouler. Et les gens ne se posent pas la question pour savoir pourquoi Nsélé n'a jamais continué pour poursuivre ses activités. Tout simplement parce que les grands lobbies qui sont dans l'exploitation de ce produit, qui profitent du marché congolais, parce que 60 millions d'habitants, ce n'est pas, rien. C'est beaucoup, c'est un grand marché. Donc, ceux qui n'ont pas envie de perdre ce marché feront échouer, bien sûr, tous ces genres de projets. Donc, il faut une volonté politique exprimée, appuyée par un ensemble d'acteurs de la société civile, dont vous les étudiants, l'université et tout, pour arriver à la réalisation de ces investissements. Il y a quelques semaines, moi j'étais à Bongo, sur le lac Maïndombe. J'ai rencontré des paysans qui étaient en train de faire la pêche et je leur ai posé une question. Parce que je les ai vus remettre quelques poissons dans l'eau. Est-ce que vous réalisez qu'ici à Kinshasa, quelqu'un voit